Bonsoir à tous. Nous allons, je vais ouvrir ce conseil municipal, sachant que pas mal de personnes sont en congé, en pré-congé, congé de printemps. Et nous avons le quorum largement, et malgré l'absence toujours de l'opposition. Voilà, donc pour commencer, il faut désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance. Léna est d'accord? Bon, ben, Léna, merci beaucoup. Les procurations, donc il y en a pas mal, je vais vous les donner. Les procurations, je les ai prises. Information. Ah voilà, elles sont là. Donc, Alain Bedeau à moi-même, Sylviane Théry à Pascal Mandelbaum, Vanessa Lemestre à Chantal Crouzet, François Dallène à Marisol Senot, Rémi Bouix à Ludivine Maisonneuve, Robert Priu à Jérôme Cabrol, Cécile Casloscas à Muriel Bourrier, Sandra Courèche à Françoise Pasquet, Yann Reynaud à Éric Padilla. Et voilà, on a fait le tour des heureux vacanciers. Donc, tout d'abord, je vais vous donner les décisions, vous préciser quelles décisions j'ai prises depuis le dernier conseil municipal. Il y a 5 décisions. Le 11 avril 2022, un marché de fournitures scolaires à la société Papeterie Pichon pour un montant maximum annuel de 20 000 € hors taxe. Ce marché est conclu jusqu'à la fin de l'année et renouvelable tacitement par période d'1 an jusqu'au 31 décembre 2025 maximum. Une décision le 28 avril 2022, suite à un appel d'offres, l'attribution du marché de restauration d'une partie du mobilier du château à Toshiro Matsunaga à Avignon pour la restauration des 10 tableaux de la salle des États du Languedoc du château pour un montant hors taxe de 60 990 €. Et à l'atelier de conservation et restauration d'œuvres sculptées Rachez Moreau dans le Tarn-et-Garonne pour le poêle et le bas-relief, toujours dans la salle des États du Languedoc, pour un montant de 15 600 € hors taxe. Une décision le 27 avril 2022, c'est la suppression de la régie d'avance concernant Volpiano, les dépenses liées à cette régie pouvant être absorbées par la régie d'avance déjà existante pour les dépenses relatives au fonctionnement des services municipaux. Donc on essaie de limiter au maximum le nombre de régies d'avance. Une décision le 27 avril 2022, suppression de la régie de recettes pour l'encaissement des frais d'expertise dus par les automobilistes dont le véhicule a été enlevé par la fourrière, ces frais n'étant plus encaissés par la commune. Et une décision du 3 mai 2022, suite à un appel d'offres également, attribution du marché de réalisation de la piste de pump track à la SAS Track Castelnau-le-Lez pour un montant hors taxe de 119 590 €. Donc, ce que je voulais ajouter sur ce pump track, c'est qu'il serait aménagé en septembre, puisqu'on pouvait le commencer cet été, mais comme il y a des congés au milieu, on ne voulait pas se retrouver avec des tas de terre et puis des gens qui aillent en moto faire du cross. Donc on préfère commencer les travaux en septembre. Ils seront conduits d'une traite sans interruption pour avoir fin septembre la réalisation totale. La conception étant
actuellement en cours de réalisation sous la responsabilité de Ludivine avec les jeunes du CMJ. L'inauguration, on prévoit certainement de faire l'inauguration de ce pump track lors de la manche qualificative du FIS 2023 qui aura lieu en octobre 2022. Comme ça, nous aurons de belles démonstrations pour inaugurer ce pump track et ça colle bien avec la fin de nos travaux. Voilà pour les décisions. Alors, le point numéro 1, l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 24 mars 2022. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV? Non, donc je le mets à l'approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors, je vais présenter, en l'absence de pas mal d'élus, c'est moi qui vais présenter la plupart des dossiers, désolé, mais bon, c'est comme ça. Tout d'abord, vente de 2 morceaux de terrain à la SAS Les Lavandières, puisque dans le cadre du projet d'aménagement des Lavandières, la commune a accepté de vendre un terrain communal à l'entrée de ville, et afin de finaliser l'opération, il faut vendre 2 petits morceaux de terrain, la parcelle AK 59 de 56 mètres carrés et la parcelle AK 66 de 4 mètres carrés. C'est un petit morceau de fossé. Donc, il faudra mener toutes les démarches pour déclasser ces 2 parcelles du domaine public, accepter de vendre ces 2 parcelles à la SAS Castries Les Lavandières au prix de 6 870 € et de m'autoriser à signer tous les documents. Et par ailleurs, nous allons instituer une servitude sur des parcelles sur les Lavandières pour accéder à la propriété de Monsieur Contreras. Puisqu'il est impacté par ce projet, il peut avoir une sortie de ce côté-là, ce qui paraît tout à fait logique. Aucun frais ne sera supporté par la commune pour cette servitude. Il vous est également demandé d'accepter cette proposition. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non. Bon, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Nous allons vendre ensuite 2 parcelles à ACM Habitat, puisque le 29 avril 2021, la commune a préempté 2 parcelles route de Baillargues. C'était l'ancienne propriété Chauvet, au prix de 90 000 € afin d'y réaliser des logements sociaux. Normalement, on devrait y faire 3 logements sociaux. Logements locatifs sociaux, et j'ai signé l'acte notarié le 20 juillet 2021. Nous souhaitons vendre ces 2 parcelles à ACM Habitat, qui est un bailleur social, pour réaliser 3 logements sociaux. Les domaines ont bien estimé ce bien à 90 000 € au prix où nous avons acheté, mais je vous propose de vendre à ACM Habitat c'est 215 mètres carrés à 200 € du mètre carré. C'est le prix auquel achètent tous les bailleurs sociaux, ce qui fait une somme de 43 000 €. La différence entre les 90 000 où nous avons acheté et cette vente moins importante, où nous y perdons, cette différence sera injectée dans les amendes que nous devons payer vu notre manque de logements sociaux, donc ça viendra en déduction des amendes dans 2 ans. Voilà. Donc je vous propose d'accepter cette vente aux conditions que je viens de vous énoncer pour la construction de 3 logements sociaux. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Ensuite, vente d'une parcelle communale. Donc, il s'agit d'une parcelle au bout du chemin des Chênes,
où il y a un lotissement de maisons très, très modernes avec de très grandes parcelles. Et monsieur et madame Costa, qui vivent là, avaient souhaité, il y a déjà plusieurs années, acquérir une partie. C'est une partie un peu de carrière qui jouxte leur propriété, 261 mètres carrés. On a demandé donc l'estimation des domaines et nous suivons l'estimation des domaines pour 261 mètres carrés en zone naturelle qui ne donne aucun droit à construire, ça reste en zone naturelle. Le prix de vente est fixé à 17 748 €, donc en conformité avec les domaines. Monsieur et madame Costa nous ont donné leur accord sur ce prix, donc je vous propose d'accepter cette vente aux conditions énoncées. Pas de remarques? Non, merci. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors, ensuite, un dossier important pour la métropole qui génère pas mal de débats. Mais bon, la métropole, vous le savez, souhaite, comme lui impose le gouvernement, la législation au niveau national, mettre en place une ZFE, une zone à faible émission, sur le périmètre de la métropole. Et donc, on pouvait ne pas donner un avis tacite. On a préféré le passer en conseil municipal pour donner des informations et que ce soit clair pour tout le monde et pour pouvoir éventuellement répondre aux questions. Donc on va vous présenter quelques diapositives pour vous préciser ce qu'est cette ZFE. Donc une zone à faible émission, c'est un périmètre dans lequel la circulation des véhicules les plus polluants est limitée ou interdite. Donc, comme je le disais, c'est un dispositif national obligatoire créé par la loi LOM de 2019. Cette ZFE, elle s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers et tous les véhicules à moteur sont concernés. 35 agglomérations françaises doivent entrer dans ce dispositif à compter du 1er juillet 2022. Il est vrai que pourquoi cette ZFE est obligatoire, c'est parce que l'État français a été condamné pour son inaction en matière environnementale. Donc, en raison des problèmes de pollution et leur impact sur la santé, avec l'impact sur la santé publique, il est urgent, et ça on le reconnaît, de limiter les pollutions atmosphériques. Et les chiffres que nous avons le confirment, puisque nous avons chaque année au niveau national, les chiffres nationaux, 40 000 décès liés à l'exposition aux particules fines. Et le coût direct et indirect de la pollution pour la ville de Montpellier est d'environ 180 millions d'euros. Alors, le périmètre de la ZFE, alors ce périmètre, elle va se mettre en place en 2 phases. Tout d'abord, Montpellier et les communes qui jouxtent Montpellier à partir du 1er juillet, donc Castelnau, Clapier, Grabel, Jacou, Juvignac, Latte, Le Cresse, Montpellier, Pérol, Saint-Jean-de-Védas et Villeneuve-les-Maguelones. Alors Castries, on nous avait proposé de rentrer dans cette première phase s'il y avait continuité géographique. On aurait pu se poser la question. À un moment donné, Vendargues souhaitait entrer d'emblée dans cette ZFE, puis n'a pas souhaité poursuivre. Donc si Vendargues était rentré, on aurait pu se poser la question de rentrer aussi, mais là, on rentrera dans la phase 2 au 1er juillet 2026 pour les autres communes, mais vous allez voir que nous allons quand même être impactés malgré le fait que nous, on y rentrera plus tardivement. Alors là, le tableau, c'est le calendrier de déploiement de cette ZFE dans la métropole. Alors, au 1er juillet 2022, en orange, vous avez la première phase, et quand ça arrivera chez nous, eh bien sûr, il faudra que ce soit... On n'aura pas cette progressivité qui existe dans la première phase. Nous, il faudra être directement sur les vignettes 2, 1 et 0 et 1
1 et 0 pour 2028. Alors, à partir du 1er juillet 2022, eh bien, les critères, alors ce sont des vignettes, les critères qui sont à demander, on a les informations sur le site où il faut demander ces vignettes, critères. Ce sont les vignettes 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mais très vite, et suivant le véhicule, la 5 disparaît. La 5, c'est uniquement pour les voitures particulières. Mais très vite, eh bien, c'est dégressif au niveau des chiffres, puisque dès le 1er janvier 2023, la vignette 5 disparaît. Dès le 1er janvier 2024, eh bien, la vignette 4, on vous dira à quoi ça correspond tout à l'heure. La vignette 4 disparaît et au 1er janvier 2025, on arrive sur uniquement les 0, 1 et 2. Et également, quand ça va s'élargir, pareil, mais ensuite, 2 ans après même, il n'y aura que les critères 0 et 1 qui pourront circuler. Vous allez voir alors, là, voilà. Les essences et assimilés, les critères 5, c'est le diesel. Donc au début, vous voyez qu'au 1er juillet 2022, les diesels qui ont encore assez anciens pourront encore rouler. Ensuite, ceux qui datent d'au moins 2005 pourront rouler. Ensuite, ce sont les diesels les plus récents. Et les diesels doivent disparaître complètement à partir, jusqu'à fin 2027. Après, les diesels ne pourront plus rouler après fin 2027 et les essences de moins de 12 ans pourront rouler jusqu'à fin 2027 également. Après, il y aura des exceptions. Alors, c'est vrai que c'est contraignant, mais il y aura des exceptions pour les véhicules professionnels, les artisans, les routiers, les véhicules de collection et les petits rouleurs. Les personnes qui font moins de 8000 km par an pourront, avec une attestation d'assurance, continuer à rouler. Il y aura aussi des exceptions pour l'accès au parking de tram, les parcs d'activités, les parkings de covoiturage et les itinéraires qui vont vers l'aéroport, par exemple, peut-être les gares aussi. Les gares. Les grands axes sont aussi en dehors de ce dispositif, comme le lien ou la M65 au Crest. Donc là, je pense que c'est la route des ronds-points qui, avant d'Argues à droite, là, cette route-là ne sera pas dans la ZFE. Est-ce que l'accès au centre de soins... Oui, aussi, je pense, qu'il y aura aussi... les exceptions, elles ne sont pas encore complètement définitives, je pense. Les aides existantes à l'heure actuelle, il y a le bonus écologique, qui est une aide financière d'un montant maximum de 6 000 € pour acheter ou louer une voiture ou une camionnette électrique ou un hybride rechargeable. La prime à la conversion pour aider à acheter un véhicule neuf ou d'occasion, mais il faut que l'ancien véhicule arrête de fonctionner, de circuler. La prime peut s'élever à 3 000 € pour l'achat d'un véhicule thermique neuf ou d'occasion et jusqu'à 5 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Et il existe aussi une prime au rétrofit électrique, c'est-à-dire c'est une aide pour transformer le moteur thermique en moteur électrique. Elle peut s'élever jusqu'à 5 000 € en fonction des ressources de la famille. Et des aides également sont réservées aux professionnels par la région et l'ADEME. Alors, avant de passer au débat, moi, ce que je souhaitais vous proposer, c'était d'émettre un avis favorable, mais d'accompagner cet avis de certaines observations que je vous lis. L'avis de la commune, donc compte tenu des enjeux sanitaires et environnementaux et sociétaux, il est proposé d'émettre un avis favorable à ce périmètre de ZFE avec les remarques suivantes. Souligner en parallèle de la mesure phare que représente la gratuité des transports tout l'intérêt du développement des modes de déplacement alternatifs à la voiture
comme sur la commune de Castries, la mise en service attendue du bus-tram et la création d'un réseau de pistes cyclables ou encore la mise à disposition de véhicules électriques en libre service, style Autolib, des modules auto, des choses comme ça, où les gens pourraient aller chercher la voiture et se servir de temps en temps de ces véhicules en libre service. Demander la prise en compte de l'impact social de cette mesure pour les personnes modestes, particuliers ou professionnels, qui se retrouveront dans l'obligation de changer de véhicule et d'en acquérir un conforme aux normes imposées. On a vu que des aides, il en existe déjà, mais que certainement il faudra aller plus loin pour aider à ces changements de véhicules. Et faire part du regret du conseil municipal quant au manque d'ambition de cette politique vertueuse sur le plan national et européen, notamment concernant le ferroutage, qui devrait être considéré comme une alternative solide et efficace sur les grands axes hors périmètre ZFE. Alors ce paragraphe, puisque nous allons être dans un périmètre ZFE, mais on voit qu'il y a des axes qui sont en dérogatoire, qui pourront continuer à avoir tous les véhicules, y compris la 9, qui est quand même près de nous. Donc là, tous les camions pourront continuer à passer, le lien également. Donc c'est vrai que développer le ferroutage, au moins sur les autoroutes, ça pourrait permettre de limiter l'impact de la pollution. Voilà, donc si vous avez des questions sur... non. Donc vous êtes d'accord avec cette proposition, hein, voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors unanimité sauf une abstention. Merci. Bon, après, peut-être que dans la salle, il y aura des questions, mais je pense que dans les années à venir, étant donné la gratuité des transports, le bus-tram, il y aura vraiment un changement de pratique et que les gens prendront davantage les transports en commun. Enfin, voilà, je pense que petit à petit, puis il faut penser à nos enfants. Je pense que la santé publique, éviter des cancers, pour nos enfants, c'est important. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre ces mesures assez drastiques qui vont un peu nous bousculer, mais je pense qu'actuellement, quand on voit tous les rapports du GIEC, etc., il va falloir qu'on se bouscule un peu dans nos habitudes un peu assez confortables. Il va falloir penser à la jeunesse notamment. Voilà ce que je souhaitais dire en complément. Alors, je continue en l'absence de Sylviane. Sur la culture, alors manifestations culturelles ou de loisirs, la commune souhaite organiser plusieurs manifestations. Il convient de se prononcer sur les tarifs des différents spectacles qui seront proposés. Il convient également de fixer les tarifs des boissons et diverses friandises ou assiettes gourmandes qui seront vendues dans une buvette lors des manifestations culturelles ou de loisirs organisées par la commune. Il vous est donc proposé d'approuver des tarifs, alors qui sont classés en catégories, spectacles de catégorie 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en fonction du coût pour la commune, les spectacles où il y en aura des gratuits, toujours, et en fonction du coût, il pourra y avoir des billets à prix. Alors, le plus cher, ça sera des billets à 20 €. Tarif réduit 16 € avec les chômeurs, les bénéficiaires du RSA, les personnes handicapées, les étudiants, les groupes. Les tarifs de moins de 18 ans, 5 € et gratuit pour les moins de 3 ans. Catégorie de 15 €. La régression est la même pour les mêmes types de personnes. 15 €, 10 € en réduit, 5 pour les jeunes et gratuit pour les tout petits. Catégorie 3, 12 €, 8 €, 5 € et gratuit. Catégorie 4, 10 €, 5 €, 5 € et gratuit. Catégorie 5, 5 €, 5 €, 5 € et gratuit. Et ensuite,
Alors, je précise que certaines personnes bénéficieront de la gratuité du spectacle, notamment les personnes qui s'investissent, qui s'impliquent pour l'organisation de ces manifestations. Certains élus sont très souvent présents et aident beaucoup Sylviane. Donc, ces élus-là pourront bien sûr profiter du spectacle gratuitement, et ainsi que les employés communaux qui participent aussi à tout installer, etc. Les tarifs de la buvette. Alors, une bouteille d'eau de 50 centilitres, 1 euro. Soda, 33 centilitres, 2 euros, comme les jus de fruits. Café, 1 euro. Une bière, 2,50 euros. Un verre de vin, 2 euros. Friandises diverses, 1 euro. Petite assiette gourmande, 5 euros. Moyenne assiette, 7 euros. Et grande assiette, 10 euros. Voilà, donc c'est Sylviane et Émilie qui ont travaillé en lien avec Jérôme et surtout le trésorier, j'allais dire le percepteur, le trésorier, puisque cette classification correspond à ses attentes. Il faut qu'on soit vraiment d'accord avec le trésorier. Donc vous avez des... Ça vous va ces tarifs? Oui, Ludivine? J'ai juste une question, c'est la question qui est par rapport à la différence de prix entre le verre de vin et la bière. Je voulais savoir si c'était une manière de soutenir les viticulteurs et les vignerons locaux, c'est ça? Bon, un petit peu, non, oui, c'est bien, c'est très bien. Soit abordable. Le vigneron arrive. Après, la bière, il y a la bouteille de verre, tandis que le vin, on sert dans des gobelets. Donc, je pense qu'il y a aussi un coût d'achat qui est inférieur pour le vin. Voilà. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Unanimité, merci. Et je passe la parole à Marisol pour l'école Sainte-Marie. Bonsoir. Donc, les communes sont tenues de participer aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements privés sous contrat d'association situés sur leur territoire. Il existe donc une convention de financement entre la commune et l'école privée Sainte-Marie. Il convient d'actualiser cette convention et une nouvelle convention de financement entre la commune et l'OGEC de l'école Sainte-Marie a donc été établie à cet effet. Cette convention a pour objet de définir les conditions de financement des dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l'école privée Sainte-Marie. Le critère d'évaluation du forfait communal global est l'ensemble des dépenses de fonctionnement assumées par la commune pour les classes maternelles et élémentaires publiques. Cette évaluation a été faite conformément à la liste des dépenses éligibles visée par la circulaire numéro 2012-025 du 15 février 2012. La commune s'engage donc à verser un forfait de 546,85 € par élève castriote fréquentant une classe élémentaire et de 1026,12 centimes par élève castriote fréquentant une classe maternelle. Le versement s'effectuera en une seule fois après le vote du budget de l'année et au plus tard au mois de juin. Un état nominatif des élèves inscrits dans l'école sera fourni chaque année au mois de septembre. Exceptionnellement pour l'année scolaire 21-22, cet état devra être fourni fin mai début juin. La convention précise que l'OGEC s'engage notamment à communiquer chaque année le compte de fonctionnement pour l'année écoulée et les justificatifs d'emploi des fonds versés. La convention est conclue pour 3 ans, soit pour les années scolaires 21-22, 22-23 et 23-24. Il vous est proposé d'approuver les termes de la convention de financement relative aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l'école privée Sainte-Marie, telle que présentée, et d'autoriser Madame le maire à la signer. Merci Marisol. Donc cette réactualisation du budget prend en compte le décret Blanquer qui était paru fin 2019 à l'occasion de l'obligation de scolarisation à l'âge de 3 ans. Donc nous financions déjà les maternelles de Sainte-Marie alors qu'il n'y avait aucune obligation. Et là, c'est donc une revalorisation. C'est une augmentation de l'enveloppe d'environ 40 000 € par an pour l'école Sainte-Marie, mais ça correspond à la réglementation.
Est-ce que vous avez des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je passe la parole à Jérôme Cabrol pour l'attribution de subventions exceptionnelles. Merci, bonsoir. Donc, il vous est proposé d'attribuer 2 associations qui ont demandé des subventions exceptionnelles pour l'année 2022. Il s'agit du Cercle Taurin et le Trident et du club sportif Castriote de gymnastique volontaire. Alors pour le club Taurin le Trident, il y a une demande de 1 800 € pour participer au financement des courses gratuites que l'organisation a organisées le 14 et 15 mai dernier. Et entre parenthèses, ça a permis à beaucoup de castriotes et autres personnes d'y venir puisque c'était une vraie réussite, puisque les arènes étaient remplies. Ensuite, pour le club sportif castriote de gymnastique volontaire, il y a une demande de 1 000 € pour les aider à payer les charges importantes qu'ils ont eu à supporter l'année dernière, alors que le nombre de leurs adhérents a fortement diminué à cause de la crise sanitaire. On peut dire pour cette association que c'est une association qui, en général, ne demande rien, ou très peu, et que c'est largement justifié puisqu'ils ont tenu à continuer à payer les professeurs de gym qui, eux, s'engageaient à faire des cours par visioconférence. Mais le nombre d'adhérents par visioconférence n'a pas suffi pour subvenir à tous les besoins de cette association. Merci Jérôme. Donc, je crois que tu as tout dit. Oui. Ce n'est pas parce que nous avions moins d'adhérents, c'est que les adhérents étaient là, mais on n'a pas pu encaisser à cause du Covid, parce qu'il n'y a pas eu de gym. Mais il avait fallu payer quand même les animateurs. Mais ce n'est pas parce qu'il y a moins d'adhérents. On a eu autant d'adhérents. Mais les cotisations ne sont pas rentrées. Mais les cotisations pendant 1 an ne sont pas rentrées à cause du Covid. Oui. Bon, ça veut dire à peu près la même chose. Oui, mais c'est bon, une petite mise au point. Merci, voilà. Ouais. Bon. Donc, Merci. tout le monde est d'accord pour ces 2 subventions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors, création d'un comité social territorial commun entre la commune et le CCAS. Alors là, une loi de 2019, du 6 août 2019, modifie la loi de 1984, créant une instance et crée une instance unique pour le dialogue social entre l'administration et le personnel, nommée Comité social territorial, CST, nouvel acronyme qu'il faut mémoriser. Cette nouvelle instance constitue la fusion du comité technique, CT, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT. Donc, on va simplifier puisqu'on n'aura plus qu'un CST à la place. Ce CST est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents. Il peut être décidé en outre par délibération concordante d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics qui y sont rattachés, de créer un CST unique compétent à l'égard des agents de la collectivité et de cet établissement, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. C'est notre cas puis avec le CCAS, puisqu'au 1er janvier 2022, les effectifs cumulés de fonctionnaires titulaires et de fonctionnaires stagiaires, d'agents contractuels, de droit public, de droit privé comptabilisés à Castries s'élèvent pour la commune à 77 agents et pour le CCAS à 45 agents. Considérant l'intérêt de disposer d'un comité social territorial commun compétent pour l'ensemble des agents de la commune et du CCAS, il vous est proposé de créer ce comité social territorial commun qui sera placé auprès de la commune de Castries. Voilà. Donc on vote un petit peu la même chose partout, au département,
à la métropole et dans les communes actuellement, puisqu'il s'agit d'une réforme nationale. Vous avez des remarques, non? Qui est contre, qui s'abstient? Unanimité. Donc je vais maintenant vous présenter la composition de ce comité social territorial commun. Suite à cette création de CST, pour l'ensemble des agents, il convient de fixer le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales. La commune de Castries et le CCAS comptent 122 agents, 65% de femmes et 35% d'hommes. Le nombre de représentants titulaires du personnel peut varier de 3 à 5, étant donné ces chiffres. Le nombre des représentants titulaires est égal à celui des suppléants. Et suite à la consultation des organisations syndicales, il vous est proposé que le comité social territorial commun comprenne 4 représentants titulaires du personnel et donc 4 suppléants. Il vous est également proposé le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel. 4 titulaires et 4 suppléants, donc 4 agents de la mairie et 4 élus. Par ailleurs, l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que l'avis du CST est rendu lorsqu'ont été recueillis d'une part l'avis des représentants du personnel et d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement. Il vous est proposé de décider du recueil par le CST de l'avis des représentants de la commune et du CST. Voilà. Donc il y a à la fois la composition et à la fois les modalités de recueil des avis. Est-ce qu'il y a des demandes de précision, non, sur ces... Bon, ça sera à peu près le même fonctionnement, mais les sujets seront vus lors d'une réunion unique. D'habitude, c'était deux réunions successives. Là, on aura une réunion unique. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et maintenant, nous allons passer à l'exercice annuel en cette période. C'est l'établissement de la liste préparatoire du jury d'assises pour l'année 2023. Et là, donc, nous devons tirer au sort 15 administrés de moins de 23 ans. Et on avait mis un âge ayant au moins 23 ans. Et je pense qu'on avait mis un âge plafond aussi. Hein. Je ne sais plus. 75 ans. Je sais pas. On va faire entre 23 et 75 ans. Donc, donc vous allez me donner des numéros. Des numéros, on va faire un petit peu le tour. Et en général, on en prend un peu plus de 15, non? Pour... alors, 23 ans, ils sont nés en quelle année? Ils sont nés en quelle année? 1999. Entre 1 et 5300. Entre 1 et 5301. Je vais vérifier un truc. Tu peux me dire 1900. Voilà, entre 1999 et entre 1947 et 1999, on va dire. Donc, Adrien, tu peux... 7. Alors, c'est le chiffre... Laurent, hein, comprend? Ouais, c'est ça. Laurent. 7. Ah. Habitant Jérôme. Bravo. Tu as bien choisi, Adrien. Sophie?
10, t'as dit? Stéphane Abric. Cathy? Albertini Benjamin. Ah, 4500? 1500, moi j'ai entendu. Ouais. 1500. Alors, Claire de la ville de Férolles des Dorides. Moi, c'est ma voisine. C'est Madame Le Coupé-Granugila. Alors, c'est numéro 1500. Ouais, 1500, ce sera plus simple. Muriel? Je ne crois pas que ça existe. Non, trop. Il est un peu âgé, un peu trop âgé. Oui. Voilà. Magnier Leslie. Ludivine? Trop jeune. Monsieur Christophe Ribaud. Léna? Monsieur Patrick Florquin. Jérôme? 666. Thomas Borderie. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pascal? 1200. Ah, c'est juste avant. Jordan Chevalier. Chantal? 1980. Ah, c'est juste avant. Rémi Finowski. Marisol? 3400. C'est juste Eva Mathieu.
Gisèle Fiard. Stéphanie Si. Mélanie Ferrini. Ludovic Yaria. Ouais, mais je préfère parce qu'il y en avait qui étaient en 99. Si le mois et les gens n'ont pas 23 ans, ça peut... Il y en a un au moins. Pardon, le numéro 3999. 3999. En plus, il y en a qui sont plus... qui ont des... Karine Pillet. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a mis un de plus. Ouais. Adrien, on peut... 50. « 1947, donc il suffit que le mois... ouais. Voilà. Bruno Albert. Voilà, ben on a la liste, merci. Ça va avec la ZFE. Alors, nous avons épuisé l'ordre du jour. Il reste les questions diverses. J'ai reçu une lettre, et puis je l'ai votée en session au département. Nous avons une lettre du président du département qui nous informe d'une subvention de 2 000 € pour le fonctionnement de l'épicerie solidaire. 2 000 € au CCAS. Ensuite, j'ai pas mal d'informations, de calendrier, de manifestations à vous donner. Au mois de juin, le 9 juin, il y aura la soirée des associations. Plusieurs responsables bénévoles des associations ont été invités à Fond-d'Espierre. Le repas du personnel le 10 juin. Les élections législatives, bien sûr, les 12 et 19 juin, dont là, Pierre-Marie est en train d'essayer de terminer de compléter les tableaux. C'est assez contraint, parce qu'il y a des gens un peu absents, donc on sera obligé sûrement de faire appel à quelques personnes, en plus des élus, pour remplir nos créneaux pour les bureaux de vote. La fête votive aura lieu en accord bien sûr avec le comité des fêtes et le cercle taurin, du vendredi 5 août au mercredi 10 août, sans interruption, mais elle se terminera le mercredi soir.
L'inauguration du château aura lieu finalement, puisqu'on avait évoqué le mois de juin, mais le préfet ne pouvait pas être présent parce qu'il était en réserve électorale. Donc le 3 septembre, il y aura l'inauguration du château et nous rendrons un hommage à Gilbert Pastor. L'anniversaire les 12 ans du jumelage avec Volpiano aura lieu les 7, 8 et 9 octobre. Donc tout ça, c'est à noter dans les agendas. Le déménagement des puces en accord avec le comité des fêtes est prévu au mois de septembre sur le parc d'activités. Parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, on fera une réunion là-bas sur place, mais cet endroit, avant ils étaient sur la Guesse, puis il y a eu la construction de l'école, les puces sont venues se mettre au centre social, mais c'était quelque chose qui était très provisoire, dont les riverains avaient accepté, bon là, malin que ce soit là, mais ça crée vraiment des nuisances importantes, y compris la nuit, les gens qui viennent à 2 heures du matin, qui sont dans leur voiture, qui mettent la musique, etc. Et en plus, l'espace gare, bientôt, il y aura le bus-tram, enfin, il faut trouver d'autres solutions. Donc, on va déménager ça sur Via Domitia, près du restaurant l'Art d'Essence, voilà, j'avais le nom du propriétaire, mais l'Art d'Essence, et il y aura de la place pour se garer. On s'est entendu avec la métropole qui viendra nettoyer le dimanche, ça aura lieu jusqu'à 13h à peu près. Le dimanche, tout sera nettoyé, on fera porter des toilettes, enfin voilà, ça va être réorganisé là-bas. On pourra y aller en vélo ou en voiture et s'y garer. Alors si, je disais en plaisantant, si je me dis des gens vont dire ça ne peut plus être dans le centre du village, donc moi si certains le souhaitent, on peut changer de quartier, parce que si des gens de Castries veulent accueillir les puces dans leur quartier, ça tournera, ça créera moins de nuisances sur ce quartier-là, on ira les créer ailleurs. Mais je pense que c'est une bonne solution d'excentrer un petit peu cette manifestation. On a prévu des réunions de quartier. Alors là, vous avez sur l'agenda et la carte qui correspond au numéro et sur le site de la mairie, castries.fr. Donc on a prévu des réunions de quartier les 2 juin, 14 juin, 16 juin, 24 juin et 27 juin, parce qu'il est vrai qu'avec le Covid, eh bien, on avait eu certaines réunions thématiques dans les quartiers, mais on n'avait pas fait vraiment de réunions de quartier. Nous aurons pour le comité de pilotage la restitution de l'étude, la restitution finale de l'étude sur le fonctionnement du château le 2 juin. Dans la foulée, nous proposerons une réunion publique avec le bureau d'études pour que les castriotes puissent entendre un petit peu tout ce qui a été dit et les travaux qui ont été menés et ce à quoi on arrive pour le fonctionnement du château. Nous, vous le savez, nous souhaitons créer un tiers-lieu sur le site de l'ancien cours complémentaire et j'ai proposé à tous les élus, y compris les responsables de la mairie, Jérôme, Laurence et Véronique Poyeton, d'aller visiter un tiers-lieu dont nous irons à 7 le vendredi 3 juin. Nous sommes attendus à la Palanquée qui propose de nombreuses activités. Alors à Castries, nous ne pourrons pas tout mettre en place, mais ça peut donner aussi l'idée de ce qu'est un tiers-lieu. Et après, ce sont des dynamiques locales, des dynamiques de terrain qui devront venir des castriotes. Mais je pense que les castriotes ne manquent pas de projets. Donc forcément, ça ne peut que réussir. Et à l'étage des espaces de coworking. Donc on verra comment c'est aménagé, puisqu'on a prévu les travaux de cet ancien cours complémentaire cette année. Le chantier de la place des Libertés avance bien dans les délais. La fin de la première phase, puisque là il y avait une moitié en travaux, une moitié où on pouvait se garer. Le 1er juin, la première phase sera terminée, donc les habitudes de stationnement devront changer. Ça sera l'autre partie qui sera fermée et les gens pourront se garer sur le nouveau parking à partir du 2 juin. La fin des travaux, la fin complète est prévue fin juillet, bien sûr, avant la fête votive et les courses de taureaux. Nous avons donc accueilli 2 Ukrainiennes à Castries qui sont logées dans le logement qui a été refait, le logement d'urgence sur la place.
Voilà, donc c'est un peu difficile pour elles, bien sûr, d'avoir quitté leur pays, mais elles s'adaptent bien à Castries, on se connaît bien maintenant, elles ont fait pas mal de connaissances aussi dans les associations, elles sont assez présentes dans le village. L'épicerie solidaire, eh ben, Chantal en dira peut-être un petit mot tout à l'heure, qui va ouvrir. Ensuite, au niveau des différents rendez-vous, les samedis 4 et 5 juin, nous avons organisé par les Amis du Château rendez-vous au jardin, jardin et changement climatique, il y aura des conférences, et dans l'orangerie du château. Le dimanche 5 juin, nous avons Rando Art, quand la randonnée rencontre l'art, avec 28 artistes sur un parcours de 9 km, avec des food trucks. Enfin, je pense que ça va être très très sympa comme manifestation. Le dimanche 5 juin également, la fête de fin d'année de l'école municipale de musique. Samedi 11 juin, nous avons le nettoyage de la garrigue qui a été reporté cette matinée-là, mais aussi la fête taurine organisée par ATC Les Manades avec à partir de 11h la carreta ramade, la capellade et le trophée des As l'après-midi. Voilà, une course de taureaux. Donc journée bien remplie, le 11 juin. Le samedi 11 juin toujours, nous repartons au château avec l'Orchestre national de Montpellier, avec l'entrée libre, à partir de 21h. Dimanche 12 juin, audition de l'école municipale de musique à la médiathèque, la classe de piano, médiathèque Françoise Giroud. Le mardi 14 juin, Marisol peut-être en parlera, la journée municipale de la petite enfance, qu'on avait dû annuler, voilà, à cause du Covid. Samedi 18 juin, la fête du centre social municipal avec des ateliers, des activités, des repas possibles sur inscription. Mardi 21 juin, fête de la musique dans le parc du château, avec habituellement on y pique-nique. Il y a 6 groupes de musiciens qui vont se succéder sur scène. Et le 30 juin, le jeudi soir, alors François n'est pas là aujourd'hui, mais nous aurons le premier jeudi gourmand sur la place du Cartel, et il y en aura 5 autres, les 5 jeudis suivants, avant d'enchaîner le vendredi sur la fête votive. Au niveau culturel, nous avons du 20 au 25 juin, la dernière partie de la résidence d'artistes chasseuse-cueilleuse Sylvia Hansmann. Et il y a un temps fort le mercredi 22 juin à 18h. Dans l'Orchestre national, je vous en ai déjà parlé. Les 1er, 2 et 3 juillet, à Fond-d'Espierres, nous aurons les musicales. C'est toujours avec la zone, c'est ce qui a pris la suite des Nuits du Rucher, dans les musicales. Vous avez aussi le programme dans le petit document, avec des spectacles, des soirées très variées au niveau musical. Nous aurons le vendredi le castriote bien connu Lisbonne, qui est Benoît Jalabert, qui va chanter, donc qui va attirer beaucoup de monde, avec ensuite du rock. Le samedi 2 juillet, ça sera rap électro, et le dimanche 3 juillet, ce sera des musiques du monde qui invitent au voyage. Voilà. Le 16 juillet, une soirée qui va attirer du monde aussi, c'est le chanteur Art Mengo, qui viendra nous chanter dans la cour du château. Et je ne vous parle pas encore du mois de septembre. Voilà, il me semble que j'ai à peu près tout dit. Donc peut-être que si vous voulez, peut-être Chantal sur l'épicerie solidaire. Merci. Oui, merci Claudine. Comme prévu, ça y est, on arrive à l'ouverture de l'épicerie solidaire qui est donc va se faire le 1er juin. Donc on va y aller progressivement puisque une question technique, nous n'avons pas pu encore présenter tous les dossiers en commission. Donc on va ouvrir essentiellement dans l'immédiat que le mercredi après-midi
avec un certain nombre de familles et progressivement à la rentrée, je pense en septembre, que nous aurons toutes les familles qui seront inscrites. Donc là, on pourra passer aux 2 demi-journées prévues le mercredi et le vendredi. Donc, voilà. Donc l'approvisionnement de l'épicerie, j'y suis passé tout à l'heure, ça commence à bien prendre forme, les étagères commencent à bien se remplir, et surtout grâce aux dons qui ont été faits ce week-end, puisqu'il y a eu la collecte de la banque alimentaire, donc qui s'est tenue vendredi, samedi et dimanche matin. Donc les castriotes ont été généreux encore une fois, puisque nous avons pu, alors on n'a pas encore le chiffre total, on est toujours dans les calculs et les totaux, donc, mais je peux vous dire que c'est à peu près sensible aux fois d'avant. On a toujours autant de dons qui sont reçus donnés par les castriotes. Voilà, donc on fera donc une ouverture et une inauguration plus tard au mois de septembre, mais je peux vous dire qu'on est bien lotis. Nous avons des jolis locaux qui sont tout neufs, bien aménagés, clairs, lumineux, propres. C'est un plaisir et je pense que les gens vont être très très heureux de pouvoir faire leurs courses dans cette nouvelle épicerie. Alors la journée de la petite enfance, comme l'a dit Claudine, ça fait 2 années qu'on la reporte, puisque ça a été une volonté de la créer. Donc on espère qu'elle aura lieu donc vendredi 14 juin. Elle va réunir donc tous les enfants, maternelle, la crèche, le réseau des assistantes maternelles. Voilà, donc c'est libre, ça dure sur la journée. Voilà, donc vous êtes invités à y participer. Je crois que c'est pas un vendredi, c'est un jeudi. Ou un mardi, voilà, j'ai dit une bêtise. Donc c'est bien le mardi 14 juin, voilà. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Françoise? Pour les réunions de quartier. Ouais. Je voudrais une petite précision pour les réunions de quartier. C'est la seule information qu'il y aura pour avertir les... Parce que sur l'agenda, il y a les secteurs, point, et avec le site. Mais tout le monde n'a pas ni Facebook, ni d'ordinateur. On le mettra sur le panneau, on le mettra à l'entrée de Castries également. Après, il y a les SMS. Parce que, je sais pas, il y aurait eu un plan. Enfin... Mais le plan, il est sur castries.fr. Ah bah oui. Ouais. Ah bah oui. Sur tous les panneaux associatifs aussi, dans Castries. Bah oui, mais il y a des gens qui ne sortent pas forcément. Voilà. Ah, est-ce qu'ils viendraient à la réunion de quartier s'ils ne sortent pas? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a d'autres... Non. Bon. Merci. Je clôture donc le conseil municipal et demande aux personnes présentes, est-ce que vous avez des questions ou des choses à nous dire? Oui, Monsieur Jaillard. Non. Merci. Je voudrais savoir plus précisément où se trouve le terrain Chauvet où il va y avoir donc 3 HLM. Alors, c'est sur la route de Baillargues, là où il y a déjà eu un monsieur qui avait acheté, qui a fait 2 logements, ce qu'ils appellent les remparts. Il y a des jardins un peu suspendus, c'est dans la continuité. D'accord, d'accord. Voilà, c'est là. Merci. Non, rien d'autre. Bon, merci et bonne soirée à tous.